il y a deux, comment on appelle ça, deux homonymes. Oui, oui. فقير عليه وفقير عليه هذاك اللي كان في الحبس يشدوا المنظر il n'a rien à voir on lui retira la source mais l'avait وقعت له pendant 10 ans 10 ans 10 ans. J'appuie. Bon, bah alors bonjour. Donc on vous remercie d'être là, la TMF nationale puis la TMF Île-de-France. Là, il s'agit en fait de la 6e rencontre. Et ces rencontres, en fait, elles ont pour objectif que les militants et les militantes de la TMF et de la région parisienne puissent échanger avec les intervenants. Aujourd'hui, c'est Bernard Schmitt, qui est avocat, aussi membre du MRAP, mais surtout de VISA. VISA, c'est une association intersyndicale qui regroupe une cinquantaine à peu près de syndicats, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, et qui analyse les incursions de l'extrême droite et principalement du Front National sur le terrain social. La thématique aujourd'hui, en fait, de cette 6e rencontre, c'est la place qu'occupe la question migratoire dans les différents programmes des 11 candidats. Et c'est donc ce dont va nous parler Bernard. Et ensuite, on échangera ensemble. On a à peu près jusqu'à 21h. Max. Ouais, je risque d'avoir en effet un appel pour une interview à 21h d'une radio. Ouais, donc on arrêtera à 21h. Ouais. Donc voilà ce que... Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je connais bien la TMF et les locaux. J'ai notamment beaucoup été ici en 2013 au moment de la préparation du Forum social mondial à Tunis, dans le cadre du FALDI, du Forum des associations des luttes démocratiques de l'immigration. À l'époque, j'étais salarié du MRAP, donc j'étais entre 8 et 9 ans juriste salarié longtemps au MRAP, et puis j'ai aussi fait une année à la Confédération CGT en tant que juriste. Maintenant, je suis à mon compte en tant qu'avocat. Donc, je fais du droit des étrangers, pas uniquement, je fais aussi du droit du travail notamment. Et voilà ce que je souhaitais vous présenter. Si maintenant vous souhaitez réorienter un peu, on peut le faire. Je souhaitais dire en 5-6 minutes, vraiment dans les grands axes qui a marqué des grandes tendances des politiques d'immigration et des lois sur l'immigration des 30-40 dernières années, avec deux tendances. Donc, ce ne sera pas un cours, ni je vais rentrer en détail dans toutes les lois. Vraiment en 5-6 minutes pour brosser les grandes lignes, parce que ça va nous permettre après de situer un peu les programmes des candidats et candidates actuels. Et puis, je vais présenter les programmes, effectivement, ou les discours des candidats en la matière. Je ne les traiterai pas tous, j'ai notamment décidé de ne pas traiter Jacques Cheminade, dans la mesure où il représente une secte complotiste qui est capable de dire à peu près tout et son contraire. Il parle parfois comme un gauchiste, il parle de crise financière, etc. Mais en fait, il est le porte-parole français d'un milliardaire nord-américain qui s'appelle Lyndon LaRouche. Et donc, je ne souhaitais pas donner trop d'importance, comme si on en parlait, comme d'un programme sérieux. J'aborderai les autres candidats. Je n'aborderai pas trop Jean Lassalle non plus, dans la mesure où il a peu de programmes. Et d'ailleurs, des fois, il oublie son programme quand il est en journaux télévisés. Il ne représente pas vraiment une force politique structurée, il représente surtout lui-même. Donc, je vais mettre un peu sur la touche ces deux-là. Il y a un troisième que j'aborderai un peu, même si lui aussi est à la tête plutôt d'une force de type grande secte. C'est François Asselineau, mais comme il rencontre un certain écho, y compris dans les milieux immigrés, comme il a un profil qui se veut protestataire, je vais au moins l'aborder. Sachant qu'il fait largement l'impasse sur la question de l'immigration, je vais pas trop aborder non plus. En revanche, les autres candidats, je les traiterai, et candidates, et je les rangerai dans 3 grands blocs, 3 grands pôles, qu'on va aussi situer par rapport à ce qui s'est passé les dernières décennies. Donc, pour revenir donc, sur le passé récent des politiques migratoires, donc je ne reviendrai pas jusqu'aux années 1930 avec donc, la gestion de la crise par la chasse aux étrangers, notamment aux Polonais et aux Italiens. Je ne reviendrai pas au 19e siècle, mais je reviendrai une quarantaine d'années en arrière, à la fin de ce qu'on a appelé après coup les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses qui étaient censées la période, qui était censée être constituer la période de 1945 à 1975 avec une consommation de masse, une industrie standardisée, une croissance régulière dans les
dans les pays centraux du capitalisme occidental ou dans les métropoles impérialistes, selon le terme qu'on voudra utiliser. Cette période est censée avoir pris fin en 1974. En effet, le premier choc pétrolier a constitué le catalyseur pour faire sortir des éléments de crise qui étaient sous-jacents, qui existaient auparavant. Et donc, nous avons un démarrage du chômage de masse à ce moment-là, en 1974. Et donc, nous avons une décision des pouvoirs publics de l'arrêt officiel de l'immigration, donc du recrutement de travailleurs, alors que la période auparavant, celle dite des 30 Glorieuses, était marquée par le recrutement de bras pour les industries et les services, pour notamment occuper les postes ingrats que ne souhaitaient pas occuper les Français ou les Européens de l'Ouest, pour faire vite, et ce qui permettait une certaine segmentation ethnique du marché du travail, avec certains prolétariats, en partie d'origine immigrée, à qui on attribuait les tâches qu'on épargnait donc au prolétariat entre guillemets blanc, pour faire vite, et en mettant des guillemets autour de termes qui posent problème et qu'on pourra discuter. Donc depuis, nous avons eu deux grandes tendances que nous retrouvons dans le paysage actuel politique. Le premier, c'est la montée d'un discours anxiogène, donc d'un discours de la peur sur l'immigration. Évidemment, en France, cela va de pair à partir de la fin des années 1970 avec la crise de la droite, une radicalisation du parti de la base de la droite, et puis la montée de l'extrême droite sous forme d'un parti, le Front National, à partir du début des années 1980, donc avec l'élection locale de Dreux en septembre 1983 et puis les européennes de juin 1984. Alors, l'EFN, il se saisit de la problématique de l'immigration pour l'utiliser comme un carburant dans sa montée, donc en agissant sur les peurs et en liant la question de l'immigration avec les questions sociales, avec un prétendu lien qui passerait par le chômage, qui s'expliquerait par la présence d'une force surnuméraire de travail, donc celle des travailleurs immigrés. Mais l'OFN, évidemment, joue aussi sur d'autres tableaux. Donc, si l'OFN crée un lien dans son discours entre les questions sociales et l'immigration, le premier qui a enseigné ça aux Français, c'est son secrétaire général des années 1970, François Duprat. Mais l'OFN joue sur d'autres tableaux, dont notamment l'aspect d'une guerre culturelle contre l'islam, qui est présenté comme un danger en soi. Alors, l'OFN, évidemment, n'est pas le seul, mais alors, à une période qui va, on va dire, jusqu'au début des années 1990, c'est plutôt l'OFN qui polarise le champ politique, avec certains qui le suivent, pas à 100%, mais partiellement qui vont dans son sens, pour dire ils posent des bonnes questions, même s'ils ne donnent pas toujours les bonnes réponses, ou si toutes les réponses ne sont pas bonnes. C'est le discours du parti de la droite. Et d'autres qui disent plutôt il faut refuser les thèses du Front National, il faut refuser de contribuer idéologiquement à sa montée. Mais donc, il y a quand même un terrain en pente sur lequel certains s'accrochent pour ne pas glisser, et certains glissent plus lentement et d'autres glissent plus rapidement. Mais donc la pente, elle s'incline vers le terrain du Front National. Et donc nous avons un glissement pour certains partiels et pour certains total vers le terrain du Front National. Je donne un exemple. C'était assez révélateur. Au week-end des Pâques 1990, donc fin mars, début avril 1990, le Front National a tenu un congrès à Nice, sur la Côte d'Azur. Et pour la première fois, l'OFN a abordé le congrès en disant maintenant nous allons aborder d'autres sujets que nos sujets habituels. Nous allons aborder les thèmes du social et de l'écologie. C'était la période où l'OFN commençait à se dire nous ne sommes plus un parti de la droite comme un autre qui pourra s'allier avec la droite classique, mais nous rejetons la droite comme la gauche et nous sommes la grande alternative. Nous sommes une opposition anti-système, évidemment dans le discours. Et les journalistes à l'époque interpellaient Bruno Maigret, idéologue en chef, son titre officiel était délégué général du FN, qui disait mais vous voyez, nous on peut se payer le luxe d'aborder les sujets du social et de l'écologie en l'espèce, parce que les autres sur nos sujets de prédilection qu'on a toujours eu, qui sont l'immigration et la sécurité, les autres commencent à parler comme nous et les autres nous donnent raison. Et l'exemple qui semblait l'illustrer, c'est que le même week-end, le dimanche 1er avril 1990, il y avait une réunion à Paris, donc à 600 km du FN qui lui était réuni en congrès à Nice. Il y avait un congrès à Paris qui abordait la question de savoir s'il ne fallait pas introduire une dose de préférence nationale, pour utiliser le terme qu'utilise l'OFN, une dose de préférence nationale dans
les conditions d'accès aux prestations sociales et notamment au RMI. Alors, cette réunion à Paris était organisée par un jeune carriériste avec les dents longues qui rayaient le parquet, âgé de 35 ans. Il a vieilli depuis, bien entendu, mais il porte toujours le même nom puisque c'est de Nicolas Sarkozy que je parle. Donc, nous avons donc un terrain qui mène, on va dire, pour simplifier, vers l'extrême droite, avec une course de vitesse, même si certains résistent à la vitesse, mais accompagnent quand même le mouvement un bout de chemin. Alors c'est l'époque aussi où la droite au gouvernement, en tentant d'enrayer la montée du FN, va adopter officiellement la thèse de l'immigration zéro. C'est le terme qu'utilise Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur deux fois, de mars 1986 jusqu'à juin 1988, ou jusqu'à mai 1988, et puis une deuxième fois de mars 1993 à mai 1995, donc pendant les deux périodes de cohabitation. Charles Pasqua adopte officiellement le slogan du zéro immigration. Mais à la fin des années 1990, une partie de la droite, à l'époque c'est le cas d'Alain Juppé, va commencer à faire une certaine autocritique en disant il faut se méfier un peu de la course à l'échalote avec le FN parce qu'on va perdre dans ces courses de vitesse. Par exemple, Juppé écrit sur un site qu'il va créer, La France moderne, ou à l'époque c'est pas un site internet, c'est une revue, mais qui va devenir un site internet, qui s'appelle La France moderne. Juppé va expliquer que si on adopte le terme de zéro immigration, en donnant l'illusion qu'on peut arrêter toute immigration pour du bon. Alors que la France étant dans l'Union européenne, la France étant membre, ou la France ayant ratifié certaines conventions internationales, on ne peut pas tout arrêter parce qu'il y a des personnes qui, si la loi française ne le permettait pas, qui pourront revendiquer un droit de rester en raison de textes internationaux, la Convention de Genève sur l'asile, la Convention européenne des droits de l'homme, notamment avec son article 8, le droit à mener une vie privée et familiale normale pour les gens, par exemple, qui ont leur conjoint en France, que ce soit des conjoints français ou françaises, ou que ce soit des étrangers en situation régulière, des ressortissants étrangers. En tout cas, Juppé dit comme on ne peut de fait pas s'en sortir de tout un ensemble de textes internationaux et sans sortir de l'Union européenne. Comme on ne peut pas vraiment arrêter toute immigration, mais le fait de le dire, ça crée une illusion, et le FN aura toujours beau jeu de dire il se revendique de bonnes idées et il ne les applique pas, et donc il faut évidemment tendre vers l'original, parce que la copie, c'est-à-dire ceux qui prennent les mêmes idées mais qui n'en font rien, la copie s'est avérée trop faible. Et donc, à partir de là, nous avons un certain changement dans le discours. Ça ne vient pas que de la reconnaissance du fait que la course de vitesse avec le FN est dangereuse. Ça vient aussi d'une pression de la part de certaines élites, notamment du milieu de l'Union européenne. Parce qu'autour de l'année 2000, commence un débat dans les élites au niveau de l'Union européenne qui consiste à se poser la question de savoir s'il ne faut pas avoir de nouveau recours à une certaine immigration, notamment pour les raisons démographiques. Alors la question se pose moins en France que dans d'autres pays, elle se pose plus en Allemagne qui a une pyramide des âges, donc une évolution démographique différente de celle de la France, avec un vieillissement de la population et un non-renouvellement des générations qui est beaucoup plus prononcé. Et donc le patronat et des cercles des élites politiques et économiques commencent à poser la question de savoir s'il ne faut pas avoir recours de nouveau à une certaine immigration très sélective, bien entendu. Ils ne pensent pas à une immigration massive de main-d'œuvre telle qu'elle avait eu lieu dans les années 1950 et 1960, que ce soit en Italie du Nord, en Allemagne de l'Ouest, en France, etc. Alors, on pense surtout aux deux extrêmes du marché du travail, c'est-à-dire les postes très qualifiés, pour lesquels il faut des spécialistes, et les postes les moins qualifiés, les plus ingrats, pour là encore permettre un recours à une main-d'œuvre étrangère pour épargner de certaines conditions de travail les nationaux ou aussi les résidents réguliers qui n'en voudront pas sous ces conditions-là. Alors, ça fait émerger en France un discours, et ça c'est le deuxième grand pôle, et j'arrêterai là avec le panorama de l'histoire la plus récente. Il y a un deuxième grand pôle qui commence à se constituer à partir de la fin des années 1990, qui dit, pour l'essentiel ceci, il ne sert à rien de vouloir arrêter toute immigration, mais il ne faut pas ouvrir les vannes d'une immigration librement choisie par ceux et celles qui sont les premiers concernés, donc les personnes migrantes, mais il faut avoir une approche utilitariste, c'est-à-dire aborder le thème de l'immigration de par son utilité démographique,
autrement dit pour boucher les trous de la démographie, son utilité économique donc pour le patronat, etc. Alors, ça se cristallise d'abord dans un rapport rendu au gouvernement fraîchement élu de Lionel Jospin en juin 1997. Donc le gouvernement Jospin avait commandé un rapport sur l'immigration. Il a été rédigé par un universitaire qui s'appelle Patrick Weil. Alors plus tard, notamment sous l'ère Sarkozy, il a été traité quasiment d'homme de gauche, voire presque de gauchiste par certains membres de l'UMP. Il est loin d'être ceci, et c'est loin d'être révolutionnaire. C'est quelqu'un qui est tout à fait dans une approche technocratique et utilitariste du phénomène migratoire, mais il est vrai qu'il va innover l'approche des élites de la problématique migratoire, dans la mesure où il va dire il y a les utiles, et nous, on doit essayer d'attirer les utiles, évidemment, en excluant les autres, ceux qui nous sont moins utiles ou qu'on n'appellera pas. Alors, le rapport Veil, donc, qui est commandé en juin 1997, qui est rendu, je crois, en juillet ou début août 1997 au Premier ministre. C'est un rapport en 120 points. Et il est question notamment d'attirer les étudiants étrangers, en disant les universités anglo-saxonnes les attirent plus, alors qu'il y a la francophonie, il y a tout un intérêt pour la France de former les futures élites des pays avec lesquels elle a des relations. Il pense notamment au continent africain. Il prône un rayonnement de la France qui se développerait en attirant les élites de différents bords, par exemple des sportifs de haut niveau, des scientifiques, etc. Toute cette approche, elle va marquer par la suite les politiques d'immigration, parce qu'on verra successivement dans les lois qui vont se suivre, notamment dans la loi Sarkozy II, donc la loi du 24 juillet 2006, et puis dans la dernière loi, celle du quinquennat Hollande, donc la loi du 7 mars 2016, on verra dans plusieurs lois successives des traces de cette approche, on va dire, élitiste, c'est-à-dire qui cherche à attirer l'élite de l'immigration, d'attirer les cerveaux et ceux et celles qui ont un capital, alors soit un capital matériel en tant qu'investisseur, un capital culturel, un capital intellectuel, un capital scientifique à aborder. Je dirais ça, c'est la deuxième grande tendance. Et puis évidemment, il y a une troisième tendance qui existe, même si son activité fait des hauts et des bas, c'est la solidarité, c'est-à-dire ce sont les forces politiques et sociales qui considèrent l'immigration plutôt sous l'angle de la solidarité internationale avec les gens dans leur pays d'origine, donc là d'où les gens émigrent, mais aussi avec les personnes en situation de migration et d'immigration, et donc d'installation des immigrés. Alors, comme vous le savez, parce que la TMF a été un partenaire dans différentes mobilisations, l'apogée par rapport à aujourd'hui, donc le point culminant doit être la période 1996-1997 avec le mouvement autour des sans-papiers qui occupe donc d'abord l'église de Saint-Ambroise où ils sont mal accueillis par une paroisse réactionnaire et puis qui occupe un bâtiment de la SNCF de la rue Pajol, pas trop loin d'ici, et puis qui occupe très proche d'ici l'église Saint-Bernard jusqu'au 23 août 1996 et au fameux coup de hache. Donc ça doit être un peu le moment le plus fort de la solidarité qui va plutôt baisser en termes de mouvements structurés à partir de l'avènement justement du gouvernement Jospin qui adopte à la fois cette démarche plutôt utilitariste et qui va appliquer en matière de régularisation des sans-papiers une politique dite du cas par cas, c'est-à-dire qu'il va appliquer des critères en matière de régularisation, ce qui va contribuer à diviser le mouvement. Voilà un peu les pôles. Donc on va dire plutôt le pôle qui dit l'immigration c'est dangereux, et à l'intérieur de l'immigration il y a l'islam, donc le groupe des personnes qui sont et musulmanes et immigrées qui est particulièrement potentiellement dangereux. Nous avons un pôle qui dit alors, il faut se décrisper, il faut prendre l'utile et laisser l'inutile, toujours vu du point de vue du pays d'accueil et des élites évidemment, et du capitalisme dans le pays d'accueil. Et puis nous avons un pôle qui se trouve moins dans les institutions, mais qui se trouve dans certaines forces politiques et sociales, le pôle de la solidarité. Alors comment on va retrouver ça dans les discours actuels des candidats? Alors moi je dirais on trouve différents pôles, même si il est difficile de ranger un candidat dans un pôle dans la mesure où souvent des candidats couvrent plusieurs thèses à la fois, ou intègrent plusieurs aspects, plusieurs tonalités dans leur programme. Alors nous avons là un pôle de gens qui disent en principe l'immigration c'est dangereux, et si on n'en est pas convaincu dans les élites au moins, on va le dire avant les élections pour attirer des voix et pour polariser la société en martelant ce danger. Alors, dans ce pôle, on peut ranger bien entendu le Front National, je vais dire ce qu'il propose. Nous pouvons y ranger notamment Nicolas Dupont-Aignan,
et nous pouvons aussi de plus en plus ranger la droite classique, qui participe de plus en plus à les campagnes, qui relèvent un peu de la guerre culturelle. Alors la droite classique, donc la droite hors FN, lorsqu'elle était au gouvernement, elle a appliqué partiellement la politique de l'immigration utilitariste. Nicolas Sarkozy, c'est vrai, il a accompli des gestes idéologiques, il a créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, il a fait mener du 2 novembre 2009 jusqu'en février, jusqu'à un séminaire gouvernemental du 7 ou 8 février 2010, il a fait mener dans toute la France un débat sur l'identité nationale, avec 350 réunions purement idéologiques organisées par l'État, par le gouvernement. Mais Sarkozy a aussi mis les premiers jalons d'une politique utilitariste qui vise à attirer les élites. Sarkozy avait posé la distinction en 2006 au moment de l'adoption de sa loi, dite Sarkozy 2. Donc il n'était pas président, il était ministre de l'Intérieur, donc c'est lui qui avait fait élaborer cette loi par ses services. Il avait mis la dernière main. Il avait posé à ce moment la distinction entre ce qu'il a appelé l'immigration utile, non, pas l'immigration utile, l'idée c'est ça là, bien entendu, mais l'immigration choisie, donc bien entendu choisie par la France, et ceux qui la gouvernent, et l'immigration subie, avec l'idée qu'il faut réduire au minimum celle qu'il appelle l'immigration subie, donc les personnes qui peuvent faire valoir un droit au regroupement familial, un droit à rejoindre leur conjointe français, de nationalité française ou européenne installée en France, etc. Et qu'il faut donner plus de poids aux titulaires de ce que j'ai appelé capital culturel, donc les sportifs de haut niveau, les chercheurs, les scientifiques, etc. Avec à l'époque la création d'une carte dite compétences et talents, qui dorénavant était remplacée depuis la dernière loi de 2016 par le passeport talent. Mais c'est un peu la même idée de base. Donc une fois qu'elle était au pouvoir, la droite a joué sur les deux claviers. Le clavier de l'utilitarisme, mais aussi pour faire peur à une partie de la société, et donc pour gagner des campagnes idéologiques et pour gagner des élections derrière, des élections politiques. Elle a aussi joué sur le registre de la peur. Alors aujourd'hui, la droite, en tout cas celle qui est en campagne actuellement, elle utilise plutôt le registre de la peur. Par exemple, le programme, donc la plateforme électorale de François Fillon, elle parle de réduire au minimum possible le regroupement familial notamment, mais donc toute immigration de droit. Donc, il aborde beaucoup le volet de ce que Sarkozy a appelé l'immigration subie. Il dit qu'il faut supprimer l'AME, donc l'aide médicale d'État, il n'est pas le seul, le FN le dit évidemment aussi. Donc, avec l'idée que ça ne fait que bénéficier à des profiteurs qui sont tellement malins qu'ils tombent malades en France, rien que pour profiter de l'AME. C'est évidemment une disposition très contestée aussi dans les milieux de la santé publique, dans la mesure où l'AME a aussi, entre autres éléments, aussi été créée sous les aspects de santé publique, c'est-à-dire pour juguler, pour endiguer des possibles maladies infectieuses ou des maladies contagieuses ou éventuellement des épidémies. Donc, dans sa plateforme électorale, Fillon met beaucoup l'accent sur les aspects anxiogènes. Donc, il parle de la suppression de l'AME en tant que droit pour les migrants. Donc, il dit on va toujours soigner les personnes mourantes, mais on va les exclure de tous les autres soins qui ne sont pas vitaux. Il parle de la réduction au minimum de l'immigration de droit et notamment du regroupement familial, et il parle de quelque chose qui me semble très peu compatible avec l'état actuel du droit, tant que la France reste partenaire de la Convention de Genève. Il parle de quotas, c'est-à-dire en disant toute catégorie d'immigrés confondus. Ça va des étudiants étrangers qui sont censés repartir dans leur pays, au moins en théorie, et qui sont censés aussi apporter un capital intellectuel d'abord à la France, et puis qui sont censés être un pont à l'avenir entre les élites et pays dans lesquels ils se trouvent et la France avec lesquels ces pays vont faire des affaires. Ça va des étudiants étrangers jusqu'aux demandeurs d'asile et aux réfugiés politiques. Et donc, l'idée de Fillon, c'est qu'on va prendre toutes ces catégories et on va créer des plafonds annuels. Et donc, une fois que le plafond est dépassé, une fois que le maximum est atteint, on va refuser tout le monde. Alors ça me semble très difficile dans la mesure où si le plafond était fixé, je prends un chiffre au pif à 150 000 titres de séjour par an, et ben qu'est-ce qu'on fait avec les 150 000 et unième si c'est quelqu'un qui est un conjoint de française, si c'est quelqu'un qui est réfugié politique, donc il y a un droit à faire valoir. Ça me semble assez peu compatible avec certains droits actuels, mais qui sont codifiés, donc qui sont
coulé dans les textes, mais c'est ce que propose François Fillon. Il fait aussi une autre proposition qui va relativement loin, même si une autre droite gouvernementale, la droite britannique, l'a déjà fait. C'était Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, elle est maintenant première ministre britannique, qui l'a fait, c'est-à-dire c'est le fait de suspendre la Convention européenne des droits de l'homme, en fait elle s'appelle Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CEDH, là où elle dérangerait, là où elle gênerait la France pour mettre en œuvre une politique d'immigration. Autrement dit, là où les politiques d'immigration heurtent les droits humains, ben, on n'a qu'à casser le thermomètre, c'est-à-dire mettre en sourdine et se désengager en suspendant l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc le texte, la CEDH, donne le droit à un État membre de suspendre provisoirement son application pour une raison importante. La France l'a fait, hein, elle a déclaré fin novembre 2015 au Conseil de l'Europe. La CEDH, ce n'est pas un texte de l'Union européenne, c'est un texte du Conseil de l'Europe, qui est plus large que l'Union européenne, puisqu'on y trouve entre autres la République de Turquie et la Fédération de Russie. Quoi qu'en pense des conditions politiques intérieures de ces pays. Mais donc le Conseil de l'Europe, c'est indépendant de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe est l'organe qui structure le cadre dans lequel la CEDH est appliquée. Et donc la France a informé fin novembre 2015 le Conseil de l'Europe du fait qu'elle suspend la CEDH sur tous les points où elle dérangerait l'application de l'état d'urgence, qui, comme nous le savons, est toujours en vigueur depuis le 14 novembre 2015 à minuit. Et donc Fillon, il propose de faire la même chose là où ça dérangerait l'application des politiques d'immigration. Parce que justement, si on dit à partir du 151e demandeur d'un titre de séjour, si c'est quelqu'un qui peut faire valoir un droit à vivre en famille selon la même CEDH, il y a violation d'un droit. Si on dit non, on applique le chiffre et donc on ne regarde plus le dossier. Ou on ne fait plus droit à la demande alors qu'elle est basée sur un droit qui est garanti dans un texte. Voilà pour Fillon. Évidemment, si on va au Front National, c'est pire. C'est plus englobant dans la mesure où il n'y a même pas besoin de faire beaucoup de détails, sans jeu de mots, quand on fait pas du FN, parce qu'il aime les détails ou les points de détail, mais la direction du FN a même radicalisé encore son discours les derniers jours, notamment avec le discours de Marseille, de Marine Le Pen, il y a 2-3 jours, il y a 2 jours, donc du mardi 18, nous sommes le jeudi 20, du mardi 18 avril, Marine Le Pen dit on va alors d'abord réduire l'immigration à 10 000 titres de séjour par an en solde. En solde, ça veut dire s'il y a 50 000 qui rendent leur titre de séjour en disant on va chez eux, ça rentre dans le calcul, dans la balance. Mais on ne va pas donner un droit à séjourner en France à plus de 10 000 personnes, sauf s'il y a d'autres qui partent et qui laissent une place. 10 000 comparé à 200 000 actuels. Elle reproche même, là on est un peu dans ce que Juppé avait critiqué à la fin des années 90. On donne des théories, on crée des illusions et puis ça ne s'applique pas et le FN dit ah vous regardez, ils parlent mais ils ne font pas. Alors Sarkozy avait dit je vais faire baisser l'immigration, mais en réalité le nombre de titres de séjour annuels restait relativement stable sur la durée, c'est-à-dire autour de 200 000 titres de séjour par an. On y trouve une cinquantaine de milliers de titres d'étudiants étrangers, tout à fait. On y trouve une vingtaine de milliers de réfugiés politiques, sinon on a des conjoints de Français ou de ressortissants de l'Union européenne, on a de regroupements familiales, etc. Et il y a des étrangers malades dont la vie serait en danger en cas de retour dans le pays d'origine, etc. Donc, de fait, on restait stable autour de 200 000 à peu près. On est à peu près dans cette grandeur d'ordre aussi. Donc, les politiques ont rendu plus dure la vie à beaucoup de catégories d'étrangers et d'immigrés. Par contre, Sarkozy n'avait pas réussi à compresser d'une grandeur d'ordre à une autre plus petite. Il n'a pas réussi à compresser la grandeur d'ordre totale du nombre de titres de séjour annuels. Donc on est depuis 10-15 ans stable sur à peu près 200 000 titres de séjour par an. Et donc Marine Le Pen dit on va réduire ça de 200 000 à 10 000. Mais, a-t-elle rajouté avant-hier à Marseille, on va faire un moratoire. Un moratoire, on fait ça avec quelque chose qu'on considère comme dangereux et donc on va l'arrêter en réfléchissant sur la chose pour savoir ce qu'on fait avec. Par exemple, certains syndicats, la CFDT, quand elle était progressiste dans les années 1970, avait demandé un moratoire sur la construction de centrales nucléaires. Elle n'osait pas dire arrêt total du programme nucléaire, mais elle disait le nucléaire c'est pas super bon, donc on fait un moratoire pendant 3 ans, on ne construit rien et on étudie les effets.
avec l'idée, fondamentalement, c'est pas super bien. Donc Marine Le Pen a dit, on fait un moratoire temporaire sur toute immigration, c'est-à-dire personne ne pourra avoir un titre de séjour, on arrête tout, y compris les réfugiés politiques, les conjoints, etc. Elle parle de quelques semaines, après, ça c'est le discours. Et puis on met tout à plat et après on réduit radicalement. Mais lorsqu'elle a parlé de moratoire, elle a dit aussi quand même, pour mettre fin à cette situation immaîtrisée, ce délire, cette folie. Donc clairement, lorsqu'elle parle de l'immigration légale, là elle ne parle pas des sans-papiers, elle parle de l'immigration légale, des gens qui ont un droit à faire valoir, qui se soldent dans la délivrance d'un titre de séjour. Elle parle de folie, de situation incontrôlée, non maîtrisée, etc. Autre grand axe du programme du FN, c'est bien connu, c'est évidemment la préférence nationale, rebaptisée primauté nationale, mais c'est la même chose. Donc l'idée de discrimination structurelle dans l'accès au marché de l'emploi, aux logements sociaux, aux prestations sociales, etc., qui est depuis 30 ans l'axe central du programme du FN, et donc qui est un point de vue programmatique ou plutôt idéologique sans lequel il n'y aurait pas le FN tel que nous le connaissons. Alors dans le même camp, on va ranger aussi Nicolas Dupont-Aignan. Alors, il est vrai que longtemps, il parlait peu de l'immigration. Il était plutôt à la tête d'une droite souverainiste qui disait on est pour la défense de la nation, on est nationaliste, mais ça ne se manifeste pas tellement dans le refus de l'immigration. Et donc, dans le racisme, même si la droite n'utilise évidemment pas ce mot pour se désigner elle-même, mais c'est plutôt le rejet des structure de l'Union européenne. Donc c'est plus politique, ce n'est pas une question d'origine ou de, entre guillemets, de race, de prétendue race, bien entendu, les races humaines n'existant pas. Mais, comme d'autres droites souverainistes, il s'est beaucoup radicalisé et droitisé sur les questions de l'immigration notamment, en clarifiant ses positions, mais dans le mauvais sens. Ce n'est pas la seule droite souverainiste. Il y a eu à peu près la même chose avec le UKIP en Grande-Bretagne, ou le parti AfD en Allemagne, qui est actuellement en crise parce que sa présidente, Frauke Petry, a déclaré hier qu'elle ne sera pas tête de liste de ce parti aux élections législatives allemandes de fin septembre, du 24 septembre prochain. Mais en tout cas, ce sont là aussi les partis qui ont commencé avant tout comme des partis anti-Union européenne, de droite, mais qui ont connu leurs succès électoraux réels lorsqu'ils ont aussi abordé la question de l'immigration. Alors Dupont-Aignan propose aussi la fin de l'AME, mais surtout il s'est mis les dernières semaines à défendre, même bec et ongle, le régime de Viktor Orban en Hongrie, qui non seulement était un régime autoritaire, pour lequel le qualificatif de démocrate souffrirait de beaucoup de réserves, pour le dire poliment, si on pense au contrôle des médias, d'autres mesures de formatage de l'opinion politique, de l'opinion publique, pardon, mais qui est aussi quelqu'un qui a décidé il y a quelques semaines d'interner, donc d'assigner à résidence ou de mettre dans les centres de rétention tous les migrants qui arrivent dans le pays. Donc lorsqu'une personne vient en Hongrie et demande l'asile ou sur un autre fondement un titre de séjour, il est mis ou elle est mise tout de suite, elle est mise dans un centre de rétention, et ça s'applique à toute personne entrant en Hongrie. La Hongrie a barricadé avec des barbelés, vous le savez, pendant l'été 2015, l'été des arrivées relativement massives par les Balkans vers l'Allemagne et l'Autriche. La Hongrie a barricadé par des barbelés ses frontières sud, et donc Dupont-Aignan s'est mis ces dernières semaines à défendre bec et ongle le régime de Viktor Orban comme un modèle en la matière. Autrement dit, il a clarifié ses positions, mais dans le très mauvais sens. Alors puis nous avons un autre bloc que j'apprendrai plutôt celui de l'immigration choisie et utile. Ça, l'exemple type, ça serait, je dirais, Emmanuel Macron. Alors il est vrai, Macron ne défend pas vraiment une idéologie raciste dans le sens qu'il ne désigne pas les immigrés en tant qu'être humain, en tant que tel, en tant que problème à la vindicte populaire. Il dit même, dans une certaine proportion, c'est une chance. Il a, dans deux discours, celui qui a tenu à Lyon en février et puis celui qu'il a tenu à Marseille, ça a dû être fin mars, il a même eu des propos où il cherchait plutôt une fraternisation. Je me souviens qu'à Lyon, il avait dit, par exemple, dans le domaine des arts, il veut toujours être un peu philosophique parce qu'il a été étudiant en philosophie à un moment. Oui, alors pourquoi une femme malienne, elle peut échanger avec un artiste français et ça peut donner quelque chose de merveilleux, il y a des expériences à partager. Et puis à Marseille, il a dit, il le fait dans son style un peu dépolitisant de discours, pas très lourd en contenu, mais plutôt médiatique. Il a dit, est-ce qu'il y a des Arméniens dans la salle? Est-ce qu'il y a des Comoriens dans la salle? Qui sont les deux
principaux groupes historiques d'immigrés à Marseille? Est-ce qu'il y a des Italiens qui sont évidemment aussi un groupe historique? Est-ce qu'il y a des Algériens? Est-ce qu'il y a les Tunisiens? Est-ce qu'il y a les Marocains? Il les a fait tous applaudir et puis il a dit, mais avec tous ces groupes, je ne vois que des Marseillais. Ils sont tous des Marseillais. Donc il n'y a pas, contrairement à ce que fait Fillon, dans une certaine limite, ce que fait évidemment l'OFM, il n'y a pas l'idée qu'en soi l'immigration est toujours un problème. Toujours est-il qu'évidemment il y a tout de même adhésion à des politiques de fait meurtrières dans la mesure où, quand on lit le programme de Macron, il y a aussi quand même, par exemple, une demande de sauvegarde effective, de garde effective des frontières extérieures de l'Union européenne. Autrement dit, on ne désigne pas les immigrés en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes et femmes qui sont là, en tant que problème, mais on dit quand même il y a un problème aux frontières et il faut les défendre. Ce qui veut évidemment dire il y a des gens qui vont se noyer dans la Méditerranée, mais ça c'est pas écrit dans les programmes. Mais il y a, par l'adhésion aux politiques européennes, donc de régime de garde des frontières, il y a tout de même adhésion à des politiques qui de fait sont meurtrières, même si elles ne sont pas appuyées sur une idéologie agressive, affirmée en tant que telle et vendue en tant que telle aux électeurs. Sinon, on a beaucoup l'aspect de l'immigration utile, donc des partis utiles, des strates utiles dans l'immigration. Par exemple, dans le programme de Macron, il a affirmé la nécessité, je cite, de développer l'immigration des connaissances. Donc là, on a évidemment tous les aspects, les étudiants, les chercheurs, les scientifiques, etc. Donc il y a aussi des idées de faire des programmes d'Erasmus avec l'Afrique, c'est-à-dire de faire des échanges de chercheurs et d'étudiants. Voilà. Et puis nous avons un pôle dans lequel nous trouvons en partie, partiellement la solidarité. Alors je passe relativement vite sur Benoît Hamon. J'avoue que j'avais relativement peu regardé parce que sur les partis du centre gauche et du centre droit, je me suis concentré sur les principaux. Alors l'importance numérique n'est pas l'importance sur le fond, nous sommes d'accord, mais j'avais un peu négligé Hamon dans la mesure où dans la gauche étatique ou dans la gauche officielle, c'est plutôt Mélenchon d'un côté et Macron de l'autre, qui est issu du PS, même s'il n'est plus à gauche, il est au centre, mais c'est plutôt les deux qui montent et qui cassent le PS entre les deux. Alors j'ai mon anti-sèche, j'ai téléchargé le programme de Hamon, mais Hamon c'est plutôt défensif, c'est plutôt sauvegarder ce qui existe. Non, on ne veut pas supprimer la ME, non, on ne veut pas durcir les politiques de regroupement familial, donc on veut les garder telles qu'ils sont. C'est plutôt un refus des durcissements, donc c'est plutôt on ne veut pas aller dans le sens de ce qui va dans le sens de ce qui est pire de ce qui existe aujourd'hui. Voilà. C'est plutôt gardons ce qui existe et faisons-le de la façon la moins inhumaine possible. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Il n'y a pas de grand dessin, mais c'est plutôt la sauvegarde de ce qui existe en essayant de le faire un peu plus humain. Chez Macron, on a plutôt le dessin. L'immigration, ça peut être utile. L'échange international, c'est utile. Ça va évidemment avec l'idée que la globalisation, ça va être utile. Alors, il est pour l'ouverture des frontières, avant tout pour les flux des capitaux, parce qu'il est pour le libre-échange, parce que c'est un libéral dans l'économie. Mais ça va de pair avec une certaine promesse de tolérance, mais toujours à l'intérieur de frontières extérieures européennes, elles, bien gardées dans le programme de Macron. Alors, enfin, nous avons, plus à gauche que le PS, le pôle qui devrait être celui de la solidarité. Alors maintenant, nous aurons évidemment un débat aussi politique entre nous, donc je ne veux pas dire qui sont les bons et les méchants, ce n'est pas mon rôle. Alors toujours est-il que du point de vue de... Tu peux, hein. Oui, j'ai mes opinions bien entendu. Toujours est-il que je cherche à juger. Et je dirais qu'à l'intérieur du bloc qu'on va regarder, donc le bloc qui est formé par le front de gauche, ses composantes et l'extrême gauche, nous avons des évolutions. Je vais plutôt dessiner les évolutions et voir dans quoi elles sont. Ça ne va pas toujours dans le bon sens, je le dis tout de suite. Ça permet au moins de dire pourquoi. Parce qu'il y a évidemment des calculs en termes de grandes tendances sociales derrière. Après, on peut discuter, je ne suis pas là pour donner des consignes de vote. Alors, dans celui qui représente électoralement le Front de gauche, donc Jean-Luc Mélenchon, nous avions en 2012 un discours assez clair dans le sens de l'antiracisme et du refus des politiques de rejet. Alors, c'était le plus clairement manifesté dans ce qui est appelé après coup le discours de Marseille. Donc c'est un discours que Mélenchon avait fait le 14 avril 2012, donc à 8 jours, oui, sur la plage du Prado,
à 8 jours, exactement 8 jours, parce que c'était le 22 avril, à 8 jours du premier tour, il a parlé effectivement au Prado. Cette année, il n'était pas là, il était sur le bas de la Canebière et sur le Vieux-Port, et en 2012, il était au Prado. C'était un discours assez enthousiaste, on tend la main à travers la Méditerranée, il y a une fraternité avec les Arabes et les Berbères, c'était quasiment un appel, venez nous rejoindre, où on va se rejoindre tous, on va voyager de part et d'autre. Où il a mis en avant. Alors, il a mis à plusieurs reprises, Mélenchon a mis à plusieurs reprises en avant, y compris sa propre origine en tant que fils d'Espagnol à Tanger, au Maroc. Alors, sachant que si on lit son autobiographie, c'est un peu bizarre. Bon, c'est vrai, certains y ont vu du racisme. Peut-être il a juste pas trop pris un point de vue extérieur sur le propre point de vue d'enfant qu'il avait. En tout cas, les Marocains qui habitaient, ça se trouve aussi à Tanger, ils apparaissent plutôt comme des gens un peu bizarres qui descendent de la montagne, donc du pays du Rif. Il les a pas vus trop comme des gens qui étaient des gens comme vous et moi, pour le dire ainsi. Ceci dit, c'était son point de vue d'enfant. Il le donne comme ça dans sa biographie. Il aurait pu peut-être plus à ce moment réfléchir. Je ne dis pas que il a un point de vue raciste là-dessus, mais il a grandi dans une société qui, elle, était raciste dans la mesure où c'était des gens qui étaient là, pour le dire vite, en tant que pieds noirs. Mais il a mis ça parfois en avance, plutôt dans le sens de, comme nous on a vu parmi les Arabes et les Berbères, il faut vivre ensemble. Ça, c'était assez son discours en 2012. Alors, en 2016 et 2017, il est assez en retrait par rapport à ça. Alors, je pense qu'il y a un calcul derrière. Je ne pense pas qu'il ait changé fondamentalement de philosophie, mais je pense, on en a discuté tout à l'heure avec un camarade, même avant le début de notre débat, mais je pense, non seulement je pense, mais je le sais par des gens dans la direction de son parti qui me l'ont dit, il y a eu un bilan de l'élection de 2012 où Mélenchon était à 17% dans les sondages, ou jusqu'à 17-18%, où il a fait 11% dans les urnes à la fin, donc en retrait par rapport au sondage. Et le bilan qui a été fait dans sa partie, c'était ce discours nous a nuit. On a perdu à cause de ça, parce que ça passe pas dans l'opinion publique. Alors, il est vrai qu'il y a un contre-courant fort, donc si on affirme ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui pensent le contraire, ou qui cherchent le contraire, c'est sûr. Donc il faut avoir un certain courage politique pour affirmer ça. Mais il faut l'avoir, hein, je dis, il n'y a pas d'autre façon que de dire les choses, mais je pense que s'il a baissé entre les sondages à un mois des élections et le résultat final, c'est surtout à l'époque l'effet du vote utile pour le PS, parce que le PS était vu comme celui qui peut virer Sarkozy de l'Élysée. Et bon, ce qui va probablement moins jouer en 2017, parce que maintenant Mélenchon est clairement installé devant le candidat du PS. Maintenant, en tout cas, le bilan qui a été fait est celui-là. Alors, en 2016, nous avons deux choses dans le discours de Mélenchon. Mélenchon a dit, au moins à 2 reprises, je ne suis pas pour la liberté d'installation. Il a dit en tant que tel. Et la plupart du temps, il ne le dit pas. Mais il dit, alors, il met en avant l'exil est une violence, ou l'exil est une souffrance. Alors, ce qui est vrai dans certaines situations, les situations de migration sont évidemment différentes. Il y a des gens qui veulent partir, qui choisissent de partir, qui veulent s'inscrire dans un monde plus ouvert, qui cherchent l'amour, qui cherchent les connaissances, qui veulent partir, qui trouvent que c'est trop étroit chez eux. Mais il y a aussi des gens qui sont chassés par des guerres, par des persécutions politiques, et qui ne voulaient pas partir et qui vivent ça comme une souffrance. Oui, ça existe, notamment chez les réfugiés. Mais il met beaucoup en avant cette idée de souffrance, mais avec une deuxième idée qui est derrière, celle qui est une rengaine chez les autres forces politiques. Il faut combattre les causes des fuites, les causes de l'exil, les causes de l'émigration. Alors, en soi, ça ne me dérange pas qu'on dise qu'on améliore les conditions de vie des personnes dans leur pays d'origine. Bien sûr, parce que les gens doivent avoir le choix entre je veux partir ou je veux rester. Et il doit y avoir aussi une vie, elle doit être supportable et humaine dans les pays, évidemment, dans tous les pays du monde. Ceci dit, il met ça en avant, de fait, sans le dire aussi brutalement, mais comme d'autres forces politiques le font, comme une alternative au fait de partir. On va améliorer les conditions sur place et comme ça, les gens ne partiront pas. Et c'est ça que je veux vendre à mon public. Et il y a une deuxième ambiguïté. C'était lorsqu'il a commencé à attaquer... alors là, ça concerne plus l'immigration intra-européenne avec la directive de détachement. Donc évidemment, d'abord, c'est une mauvaise directive dans la mesure où elle sert au capital pour jouer la concurrence
entre les différents pays européens. Donc là, il n'a rien à dire. Sachant qu'évidemment, les salariés sont des victimes de cette compétition que se livrent les patrons. Mais Mélenchon n'a-t-il pas dit, néanmoins, le 5 juillet 2016, dans un discours au Parlement européen, dont il avait évidemment pesé la formule, est-ce qu'il n'a pas utilisé la formule parce qu'il voulait obtenir un certain effet? Les travailleurs détachés, et il n'a pas dit les patrons, il a dit les travailleurs détachés volent le pain des Français. Voilà, là, en gros, il a repris ce que celui qui a, à un moment, été son modèle en politique allemande, Oskar Lafontaine, qui a été président du parti Die Linke, ce qui, lui, il a dit de façon beaucoup plus brutale, parce que Lafontaine, lui, il n'est pas antiraciste, il est raciste. Lafontaine était pour la restriction du droit d'asile dès 1990, avant que l'Allemagne ne la restreint en 1993. Il y a une différence de profil. Mélenchon a eu un profil antiraciste sur lequel il est en retrait. Lafontaine, lui, il a un profil raciste. Il est pour la limitation de l'immigration. Alors que les deux occupent un peu la même place dans le paysage politique. À la gauche de la social-démocratie, on va dire un profil keynésien conséquent, mais avec certaines sympathies pour Cuba ou pour Venezuela. Là, il a dû quand même peser ses mots. Donc je dirais, le calcul de Mélenchon, c'est pas qu'il a changé de philosophie profondément, mais je pense qu'il fait le calcul. Il dit, en 2012, j'avais fait campagne en disant, je veux faire baisser Marine Le Pen, c'est mon premier objectif. Je veux être devant Marine Le Pen. Or, il s'est retrouvé derrière elle. Elle était à 18%, lui à 11%. Et il a dit, donc je dois m'adresser à des gens qui sont tentés de voter pour elle, dans la classe ouvrière ou dans les classes populaires, des gens qui existent, ce potentiel existe. Et il dit, donc je dois adapter mon discours à ça. Je pense que c'est ça le calcul qui est derrière. Et puis, néanmoins, il y a un reste de discours de solidarité dans son discours, notamment quand il est face à Marine Le Pen, comme lorsque c'était le cas lors des deux débats. Il y a eu le débat du 20 mars à 5 candidats et celui du 4 avril à 11. Et ce soir, il y a le troisième s'il a lieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné à l'heure où nous sommes. C'était ouvert encore cet après-midi pour savoir si ça aura lieu, mais sur France 2, je crois. Mais donc, lorsqu'il était en face à elle, et quand il s'énerve face à Marine Le Pen, là, il a un discours assez clairement. Il dit, si les gens viennent par la mer, qu'est-ce qu'on fait? On les rejette à la mer? Pas de question. Donc il y a un reste. Évidemment, ce discours de solidarité, on le retrouve plus clairement dans l'extrême gauche, que ce soit LO ou le NPA, donc Nathalie Arthaud, même si elle aborde plutôt les questions de redistribution sociale, elle aborde moins de façon offensive l'immigration, même si son parti a des positions assez claires. Et chez Philippe Poutou, qui aborde plus le thème de l'immigration de façon offensive, là nous avons évidemment une affirmation du thème de la solidarité, sachant qu'évidemment là la logique ce n'est pas de se placer à la tête d'un gouvernement, parce que ce n'est pas le but recherché. Voilà un peu pour le panorama, donc qui va de ceux qui disent zéro immigration, ou alors immigration réduite vraiment au compte-gouttes, jusqu'à ceux qui prennent la liberté d'installation, ce qui est le cas par exemple pour Philippe Poutou. Voilà le panorama. Nathalie Arthaud aussi, je crois. Nathalie Arthaud, oui. Sur les principes, ils sont clairs. Maintenant, je pense qu'ils ne feront pas campagne là-dessus pour s'adresser le plus largement possible à la classe ouvrière française. Mélenchon, Merci Bernard. sur la laïcité, il en est où, Mélenchon? Alors, Mélenchon est d'abord issu d'un parti qui, lui, est composite sur les questions. Il y a des gens qui disent plutôt la laïcité, aujourd'hui, c'est devenu un terme largement galvaudé et qu'on utilise surtout contre les musulmans. Il y a donc ce courant dans son parti, et il y a un courant plus laïcard. Lui-même, il est plus... Il appartient au courant laïcard, oui. C'est-à-dire le courant qui utilise la laïcité pas seulement pour dire qu'il faut une neutralité de l'État, même si c'est le noyau de l'affaire, le noyau historique, mais qui l'élargit à une neutralité imposée à la société. Par exemple, son réflexe, Marine Le Pen a été au Liban les 20 et 21 février. Elle a été reçue, malheureusement, faut-il dire, par le président de la République. C'est même le premier chef d'État qui a voulu la recevoir, Michel Aoun. Je pense que ça s'explique par sa proximité avec le régime syrien. Ce n'était pas toujours sa position, mais ça l'a devenu. Elle a été le lendemain... Non, elle avait demandé à être reçue chez le grand moufti des Sunnites à Beyrouth, dans une institution qui s'appelle Dar el Fatwa. Et alors, elle s'est rendue sur les lieux le matin du 21 février. On lui a tendu un hijab. Ça lui avait été dit à l'avant que
que si on rentre là, que c'est elle qui avait demandé à rentrer dans le bateau. Il faut, voilà, simplifier les choses. Et elle a dit non. Alors, dans ces conditions, je pars, elle refuse, elle quitte, évidemment entourée de nuées de caméras. Elle a mis ça en scène en France, évidemment, comme la femme qui à la fois a fait la démarche de vouloir être reçue, mais qui a dit, vous ne me l'aurez pas, je ne me soumettrai pas. C'était ça l'image qu'elle voulait donner. Et la première réaction de Mélenchon, c'était de dire c'était légitime. Alors que c'est, en 2012, sa compagne, c'était Marine Le Pen, est l'ennemi première. Elle n'a même pas le droit de respirer. Je caricature. Mais il a fait le parachutage à Ina Bomo. Ce n'était tactiquement pas l'action la plus maligne. Mais il a dit c'est ça l'ennemi principal. Et là, ça lui est sorti. C'est légitime. Elle n'a pas à se refuser. Maintenant, il est revenu un peu. Et il est vrai que dans le débat à 11 candidates du 4 avril, il a attaqué Marine Le Pen en disant très clairement ce que vous appelez laïcité, ce n'est dirigé que contre les musulmans. Il a pris plutôt par le bon bout. D'ailleurs, il y a eu cette scène où Marine Le Pen a commencé à parler des crèches. Elle a dit on va défendre nos traditions et on va mettre ça dans la Constitution, les crèches. Et Mélenchon, je pense au début, il avait vraiment mal compris. Il a pensé qu'il parlait de crèches d'enfants. Parce qu'elle a dit oui, pourquoi pas aussi les urgences dans les hôpitaux et la santé. Et elle continue sur son délire. Et à un moment, il a compris qu'il ne parlait pas de la petite enfance. Elle parlait de crèches de Noël. Oui, des crèches de Noël. La nativité. Oui. Mais il avait, je pense là-dessus, il était vraiment malin. Parce qu'il n'était pas le laïca bouffeur de religion, le laïca haineux. Il a dit, peut-être chez le crèche de Noël, chez moi. Il a dit dans l'autre occasion qu'il a, lui il n'est pas croyant, mais il a des membres de sa famille qui sont croyants et qu'il respecte. J'en ai peut-être une chez moi, mais ça n'a pas à être dans la mairie. Ça, c'est la bonne réponse. Et donc, il est retombé plutôt du bon pied, mais dans les tripes, il est laïque. Eh bien alors, avant qu'on passe au débat entre nous, la TMF nationale Île-de-France te remercie, Bernard, pour cette belle intervention. Merci. Merci, effectivement.